dans l'histoire du conseil, en tous les cas, depuis que nous siégeons à ce conseil municipal. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un conseil municipal le lundi. Mais il y avait des sujets un peu particuliers. Hein. C'est que, comme je vous l'avais expliqué, hein, nous ne voulions pas faire de débat d'orientation budgétaire et voter de budget avant les élections municipales, ce qui paraissait complètement aberrant. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir un mois d'avril un peu contraint en matière de conseil municipal. Et donc il fallait absolument que nous fassions ce conseil municipal ce soir pour, je crois bien, très rapidement le 29 avril derrière, faire le conseil municipal sur le budget. Retour du conseil municipal filmé, hein, puisque aujourd'hui les Belrigoises et les Belrigois peuvent suivre ce conseil via le Facebook de la ville. Donc on profiter de l'occasion pour saluer nos amis internautes qui suivent ce conseil. Et il y a un petit peu de monde, hein, puisqu'on a entre 600, 700, 800 vues par rapport au conseil. Alors des gens même qui regardent ce conseil en différé. Je vais procéder pour démarrer ce conseil au pouvoir. Donc Anne-Laure Auroi donne pouvoir à Bernard Planche. J'ai ensuite Christelle Teiller qui donne pouvoir à Michel Laurent. Éric Valette donne pouvoir à Irina Versa. Christine Renaud donne pouvoir à Bernard Favier. Victor Grèze donne pouvoir à Guillaume Desmoules. Isabelle Goninet, mais qui sera un peu en retard, mais on va quand même faire le pouvoir, le temps qu'elle arrive, sera un peu en retard puisqu'elle n'a pas encore terminé son travail, donne pouvoir à Françoise Dubessé. Et Philippe Saint-Cyr donne pouvoir à Nicolas. On va nommer une secrétaire de séance. Je vous propose de nommer Isabelle Golinet, comme d'habitude. Pardon. C'est Léa. C'est la plus jeune. Très bien. Nous allons... Alors, on va faire un exercice un peu particulier puisque, à l'occasion du conseil d'installation, nous n'avons pas approuvé le procès-verbal du conseil municipal de décembre. Je vous propose que nous approuvions ce procès-verbal du conseil du mercredi 17 décembre. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce procès-verbal du 17 décembre? Pas de questions, je vous remercie. Eh bien, nous allons approuver pour le compte, cette fois, le conseil du vendredi 20 mars. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à l'approbation de ce procès-verbal? Pas de questions. Je vous remercie. Eh bien, je vous propose de démarrer ce conseil municipal avec les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions? Nous n'avons que 2 décisions du maire sur ce conseil. Oui, Madame Babian. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai une petite question sur la deuxième décision qui concerne la rue Rama. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de rue Rama, il y a quand même tout un feuilleton. Mais du coup, en quoi vont consister les travaux dont la maîtrise d'œuvre est confiée à ce cabinet Serge Soutman? Alors, déjà dans un premier temps, comme vous l'avez très justement souligné, on a quelques soucis avec nos réseaux d'assainissement, et c'est ce qui ont fait qu'on ait fait une piste cyclable pour éviter que les véhicules roulent sur les tuyaux, puisque nous avions eu des affaissements de chaussée. Pour l'instant, on se lance dans, première étape, rénovation des réseaux d'assainissement. On va profiter bien évidemment de l'occasion pour enfouir l'ensemble des réseaux qui se trouvent dans la rue Ramin. Et puis sur la phase, je dirais sur la phase finale des travaux, nous on serait plutôt assez partant de garder la logique de la piste cyclable, mais vous savez que comme on ne fait rien sans concertation, je tiens à le préciser, nous allons au mois de juin, nous avons envoyé des courriers à l'ensemble des riverains pour les informer de la durée des travaux et comment ça allait se dérouler, et on les a alertés que nous allions organiser une réunion publique le 10 juin pour évoquer avec les habitants de cette rue Ramin les diverses possibilités que nous aurions, soit de laisser la rue à double sens, soit de la mettre avec une logique de piste cyclable, en expliquant que cette piste cyclable, elle aurait une vocation, c'est de permettre aux cyclistes de ce cœur de ville du Laurentia
de pouvoir descendre jusqu'à la piste cyclable de l'avenue de Vichy sur une piste totalement sécurisée. L'idée pourrait être de passer sur l'allée Hugues-Dartine-Auclair, on a une piste sécurisée, on arrive sur le haut de la rue Ramin, piste sécurisée, on descend jusqu'au boulevard de Russie, et du boulevard de Russie sur le trottoir piste cyclable, on arrive sur la piste cyclable de l'avenue de Vichy qui dessert toute la partie côté stade nautique, crêpes, hippodrome et golf, et de l'autre côté, pouvoir rentrer dans Vichy. Donc l'idée, c'est ce que nous allons proposer aux habitants, mais encore une fois, on passe par la réunion publique. De l'avis général de ce que j'ai pu en entendre, les gens sont plutôt assez favorables à ces films. Et en tous les cas, c'est eux qui nous le confirmeront. Ils sont satisfaits du sens unique. Hein. Oui. C'est le retour qu'on a eu. Je pense qu'on a fait beaucoup de porte-à-porte les uns des autres pendant une période et on s'est rendu compte que ça avait l'air de plutôt assez bien fonctionner. Donc voilà, encore une fois, mais ça sera, encore une fois, comme je le dis très souvent, on fait des travaux pour les habitants et il faut surtout d'abord que les riverains soient satisfaits des travaux qu'on va leur proposer. On ne fait pas de travaux contre la ville. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette décision du maire? Il y a peut-être on avait des choses à apporter là-dessus, Bernard, sur les travaux, c'est ça, oui. Fin de l'enfouissement, ça sera fin des enfouissements, pardon. Oui, ça c'est la Au niveau assainissement et au niveau de l'eau, pas avant septembre-octobre. Et après, donc, on enchaînera donc, avec les trottoirs, la voirie traditionnelle. Et puis après, tout l'enfouissement des autres. Et après, il y aura effectivement, entre les deux, les enfouissements électriques, téléphoniques, etc. Les réseaux secs. Pas d'autres questions sur les décisions? Je vous remercie. Question suivante, nous allons, ça va être un peu un des gros sujets de ce conseil municipal, c'est nous allons élire les élus de Bellerive qui vont représenter la ville de Bellerive vous allez voir, dans tout un tas d'organismes. Et on va commencer par le CIVU de la cuisine locale de Cusset. On a validé, on est toujours d'accord, le principe de faire une élection à main levée pour élire les représentants de la ville de Bellerive sur ce CIVU. Et donc, c'est la seule que nous ferons, mais il faut que nous fassions, pour élire les membres qui vont représenter la ville de Bellerive au CIVU, faire une élection. Donc, on va la faire à main levée et non par nom. Donc, nous proposons comme représentant titulaire Françoise Dubessé. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions, 3 abstentions. Ensuite, Frédéric Després. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Attention, vous abstenez pour tous les représentant titulaire, nous proposons, enfin le 3e poste, Daniel Puchat. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstentions. Sur les représentants suppléants, nous proposerons Christelle Villeneuve. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous proposerons en représentant suppléant Christine Brunet. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Et nous proposerons Eva Rigolias. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Sur la question numéro 3, c'est une délibération où nous allons prendre acte et je suis très heureux que nous puissions annoncer dans ce conseil que, eh bien, au sein de ce CIVU, nous avons l'adhésion d'une nouvelle commune, Saint-Germain-des-Fossés, et je crois que ça symbolise parfaitement bien l'efficacité et le très bon fonctionnement de cette cuisine centrale de Cusset. C'était ça l'idée, Vichy, Cusset, Bellerive sont adhérés dans la foulée Le Vernet, et maintenant c'est bien évidemment Saint-Germain-des-Fossés qui nous rejoint, et c'est tant mieux. Donc on n'aura pas de vote sur ces délibérations puisque nous prenons acte de cette décision. Ensuite, sur les commissions d'appel d'offres, donc là aussi nous allons voter les élus qui vont représenter la ville de Bellerive dans la commission d'appel d'offres. Et nous allons faire un vote par liste.
Et vous devez nous proposer un membre titulaire et un membre suppléant. En membre titulaire, vous nous proposez Guillaume Desmoules. Guillaume Desmoules, donc sera en membre titulaire et en membre suppléant. Anne Babian Lernet en membre suppléant. Donc on vote d'abord les titulaires et les suppléants ensuite. On vote la liste entière. Donc nous allons voter les titulaires et les suppléants. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée. Je vous remercie. Non, c'est vote par liste. Élection professionnelle, composition et fonctionnement paritaire des instances représentatives. Alors, on m'avait préparé une note au niveau des ressources humaines pour vous expliquer un petit peu le pourquoi de ces compositions et le fonctionnement de ces instances paritaires. Donc, depuis la réforme de 2022, le paritarisme, c'est-à-dire l'égalité, nous allons mettre en place dans le comité technique autant de représentants élus que de représentants du personnel. Et nous allons également mettre en place les représentants de notre commune pour un nouvel organisme que nous avons mis en place à la séance du conseil municipal de 17 octobre 2025. Alors c'est le F3SCT. Alors le F3SCT, c'est formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc il y aura 5 membres titulaires du conseil municipal de Bellerive et 5 membres suppléants. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, nous allons mettre en place la commission locale des charges transférées, la fameuse CLET, et nous proposons que membres titulaires pour représenter la mairie de Bellerive, Nicolas Rigaud et Nicolas Ray. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Et en membres suppléants, Michel Laurent et Isabelle Fedel. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions, je suppose. Je vous remercie. Idem pour le CNAS. Le CNAS, c'est le comité des œuvres sociales. Donc nous proposons pour représenter la ville de Bellerive, Philippe Saint-Cierge. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Délibération adoptée, je vous remercie. Pour le collège Jean Rostand, nous proposons en membres titulaires Françoise Dubessé et Frédéric Després. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. En membres délégués suppléants, nous proposons Christelle Villeneuve et Philippe Saint-Cierge. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 9. Nous proposons pour représenter le comité de jumelage Isabelle Goninet. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Délibération adoptée, je vous remercie. Pour le comité des fêtes, nous allons proposer Philippe Saint-Cierge. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Délibération adoptée. Pour la commission d'accessibilité des personnes handicapées, nous allons vous proposer pour représenter la ville de Bellerive en membre, il n'y a pas de membre titulaire, c'est une liste. Bernard Planche, Christelle Villeneuve, Éric Valette, Michel Laurent et Frédéric Després. On va inscrire, bien évidemment, là ce sont les élus, mais des membres aussi d'associations qui viendront compléter cette commission d'accessibilité. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Commission intercommunale des impôts directs. Nous allons proposer pour représenter la ville de Bellerive Nicolas Ray et Bernard Favier en membres titulaires. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions toujours. Et en membres suppléants, nous allons proposer Anne-Laure Roy et Irina Girsa. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions?
3 abstentions toujours, délibération adoptée, je vous remercie. Pour représenter la ville de Bellerive au sein des conseils d'école, nous allons proposer en première candidature qui va chapeauter bien sûr l'ensemble des conseils, puisque nous avons décidé qu'un élu représentera la ville de Bellerive par conseil d'école, et c'est bien sûr notre adjointe qui chapeautera l'ensemble de cette instance. Donc nous allons proposer la candidature pour chapeauter l'instance de Françoise Dubessé. Ensuite, pour représenter la ville de Bellerive à l'école Jean Zé, Christine Brunet. À l'école Alexandre Varenne, Eva Rigolias. À l'école Marx Dormois, Christelle Villeneuve. Et à l'école Burlot, Julien Desplaines. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Délibération adoptée, je vous remercie. Nous allons proposer comme correspondant défense pour la ville de Bellerive, Léa Vial. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions toujours, délibération adoptée, je vous remercie. Nous allons proposer pour représenter la ville de Bellerive à la maison de retraite notre EHPAD Pierre Masboeuf en délégué titulaire Frédéric Després, Christine Renaud. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions toujours. En délégué suppléant, nous allons proposer Christine Guyot et Christelle Villeneuve. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions toujours. Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous allons proposer comme correspondant de prévention routière pour la ville de Bellerive Michel Laurent. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée. Je vous remercie. Pour la question numéro 17, pour représenter la ville de Bellerive à l'organisme SAGES, je vous rappelle SAGES, Solidarité Associative pour la gestion des établissements et services spécialisés, nous allons proposer comme membre titulaire Philippe Saint-Cierge. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions toujours. Délégué, et nous allons proposer comme délégué suppléant Frédéric Després. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions toujours, délibération adoptée. Pour représenter la ville de Bellerive au SDE 03, je vous rappelle que c'est notre syndicat départemental d'énergie pour l'Allier, nous allons proposer comme membre titulaire Bernard Planche. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Délégué, nous allons proposer comme délégué suppléant Nicolas Rigaud. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions, délibération adoptée, je vous remercie. Nous allons proposer pour représenter la ville de Bellerive au sein de la société musicale Léa Vial. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération, 3 abstentions. Délibération, oui, vous suivez 3, c'est pas délibération adoptée, je vous remercie. Et puis nous allons, parce qu'on est allé très vite, on est arrivé quand même à la question numéro 20. Ça fait 20 minutes qu'on a démarré. Donc on en fait une par minute. Mais je suppose qu'on va rentrer dans le vif du sujet de ce conseil municipal, au-delà de l'importance d'installer les représentants de la ville de Bellerive dans ces différentes instances. Eh bien, nous allons d'abord voter le compte financier unique 2025 et je vais donner la parole sur ce sujet à Nicolas. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc effectivement, nous devons pour la première fois, le citoyen Bellerive, voter le compte financier unique. C'est un document nouveau puisque avant nous votions un compte administratif dressé par le maire, en coordonnateur, et un compte de gestion dressé par le comptable public. Et nous avons une réforme pour n'avoir qu'un document. Et la ville de Bellerive a pris de l'avance puisque autant c'était une obligation pour 2026. Nous avons pris une année d'avance, on pouvait le faire par expérimentation, donc pour l'exercice 2025, nous sommes déjà dans ce format-là, donc il n'y aura qu'un document à adopter, évidemment, les rapprochements ont été faits avec la trésorerie pour obtenir les mêmes données sur les différentes lignes en dépenses comme en recettes. Donc pour les nouveaux élus, je rappelle que c'est un document très important, plus que le budget, peut-être, puisque c'est la photographie de l'exécution exacte des dépenses et des recettes des comptes de la ville de Bellerive pour 2025.
Comme il y a 3 budgets, donc il y aura 3 comptes financiers, un pour le budget principal, un pour le budget annexe case marché et un pour le budget annexe des jardins publics. Voilà. Donc vous avez alors, on va étudier tout cela en commission. Oui, on a pu maire, je vais aller un petit peu rapidement. On vous a préparé un document explicatif, un diaporama explicatif. Alors, je ne sais pas s'il va être diffusé. Si. Voilà. Numéro 3. Qui vous retrace les résultats par budget, par section. On va surtout s'attarder sur le budget et défense de la commune, le budget principal, pour vous dire que l'année a été plutôt positive malgré le contexte, je dirais, compliqué, inflationniste, mais nous avons bien maîtrisé nos charges de fonctionnement et nous dégageons une capacité d'autofinancement en hausse par rapport à une année classique. On ne va pas comparer avec 2024, je vais le redire à plusieurs reprises, parce qu'en 2024, nous avions perçu la subvention de l'indemnité d'assurance, 1 200 000, 400 000, je ne sais plus. Et en 2 fois. 1 million 6. 1 million 6. L'an dernier, 1 million 2. Non, on va aller en 2 fois. Il y a 200 000, 1 million 6. D'accord. Donc oui, 200 000, 1 million 6 en 2024. Donc on ne compare pas avec cette année-là, mais par rapport à 2023, cette capacité de financement est en hausse de 27%. Et c'est important puisque cette capacité de financement, c'est notre épargne que nous dégageons du fonctionnement pour financer nos investissements qui ont été très importants, on va le voir tout à l'heure, ce qui permet de limiter les enfants. Notre taux d'épargne est satisfaisant à 18%, ce qui indique une bonne santé financière de notre commune et on se situe, on le verra plus tard, au-dessus des moyennes nationales comme départementales de la strate. Nous sommes dans une strate des communes entre 5 et 10 000 habitants. Voilà pour les éléments. Quelques éléments plus de contexte. Dire que les dépenses énergétiques après le coût des années post-crise ukrainienne ont baissé en 2025 de 21%. C'est aussi grâce à notre plan de sobriété énergétique, les remplacements aussi et l'électrification avec le passage à l'éclairage LED. Donc on continue puisque c'est de l'investissement intelligent qui permet de diminuer notre dépense de fonctionnement. Nous avons aussi achevé les réparations suite à la grêle, en fonctionnement comme en investissement sur 2025. Les assurances par contre ont augmenté, c'est un phénomène général, plus 10%. Puisque la multiplication des catastrophes naturelles fait que les assurances, parfois certaines communes n'arrivent même plus à s'assurer, donc ce n'est pas notre cas. Donc là, il y a une hausse sur ce poste. Sur la restauration scolaire, mais ça c'est un choix politique, il y a un coût supplémentaire puisque nous avons adhéré au syndicat, au CIBU, au syndicat cuisine centrale, avec une production de repas de qualité. Voilà les faits structurants, sachant aussi que nous avons lutté contre les impayés de cantine, puisque les recouvrements ont progressé de 15%. Sur l'investissement, quelques éléments généraux. Ça a été, l'année 2025 a été une année de très fort investissement historique, puisqu'on était sur la fin de nos 3 grandes opérations, l'avenue de Vichy, la place de la source intermittente et la maison des associations. Ce qui fait un taux d'engagement de plus de 6 millions d'euros de dépenses et payé presque 6 aussi, 5,6 millions. C'est des montants extrêmement importants qui sont liés à une fin de mandat évidemment et à des projets qui étaient en phase finale. Voilà. Et sur le mandat, on a affiché un investissement conséquent de 16 millions d'euros sur les 6 années. L'an dernier, nous avons bien sûr emprunté pour financer en partie ces investissements, un emprunt important aussi de 1,4 million et j'en reparlerai tout à l'heure. On va rentrer un petit peu dans le détail, sur le fonctionnement. Vous dire que les dépenses ont augmenté de fonctionnement, il faut le reconnaître, de 2,71%, malgré notre maîtrise forte, notamment des charges générales qui baissent, chapitre 0,11, baisse de près de 1%, mais on a une hausse des dépenses de personnel, non pas parce que nous avons plus recruté, mais on a des hausses mécaniques. Je crois qu'on en parle plus loin, donc je ne vais pas effleurer le sujet, mais il y a des décisions nationales, notamment la hausse de la
cotisation à la caisse des retraites, la CNRACF, qui fait que on augmente ce chapitre. Voilà, sur le diaporama suivant, vous avez la ventilation par politique publique, ce sont les services généraux qui sont au premier poste, suivi de l'enseignement et l'éducation à 20%. Sur le diaporama suivant, vous avez cette fois la répartition par catégorie de dépenses, pour vous dire que les dépenses de personnel représentent 55% de nos dépenses, ce qui est important. Voilà, donc un mot ensuite sur justement les dépenses de personnel un peu plus détaillées. Donc on a dépassé les 4 millions en dépenses salariales. Nous avions bien prévu notre budget, on a exécuté 99,4% de notre budget. Et la hausse, on a augmenté de 120 000 € quand même, c'est une somme importante, entre 2024 et 2025, soit près de 3% pour plusieurs raisons. Donc je vous l'ai dit, la hausse de 3 points de la cotisation à la CNRACL, c'est 3 points par an pendant 4 ans, on aura encore 2 années de hausse en 2027. Et on poursuit les avancements de grade, de promotion interne, l'équipement de vieillesse technicité, puis des mesures sociales et indemnitaires, les tickets restaurants, la participation mutuelle, contrat prévoyance. Voilà, donc c'est une politique que nous assumons, mais c'est surtout la CNRACF qui nous demande fortement nos dépenses de personnel qu'on continue quand même de maîtriser. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Ensuite, on va passer aux recettes, si vous voulez bien. Les recettes, elles baissent de 11%, mais c'est ce que je vous disais, c'est parce qu'en 2024, on a touché une recette exceptionnelle d'1 600 000 pour pas tous les ans, évidemment. Vous dire que dans les mouvements, si on enlève ce domaine, on a une hausse des recettes fiscales, mais pas par la hausse des taux, mais par la dynamique des bases, on a plus 114 000 €, soit plus 1,79%, grâce aux nouvelles constructions, voilà, des nouveaux permis de construire, donc sans augmenter les taux, nous avons plus de recettes. La dynamique de la vie. Voilà, dynamique de la vie. Vous avez un diaporama suivant qui est plus détaillé sur les recettes fiscales. C'est ce que je vous disais, les recettes fiscales, elles augmentent sans augmenter les taux de 3,6%, donc plus 230 000 €. Donc c'est la revalorisation des bases, mais aussi les droits de mutation, 25%. C'est vrai que c'est des recettes qu'on a du mal à anticiper parce que ça dépend bien sûr des ventes sur la commune. Eh bien, on était à 302 000 € en 2024 et nous sommes à 380 000 en 2025, ce qui montre un marché immobilier qui est attractif, qui est dynamique sur notre commune. Voilà, nous avons ensuite un diaporama sur la répartition des recettes par catégorie. Les recettes principalement viennent de la fiscalité, 71%, et non pas des dotations de l'État, 16%. C'est plutôt les petites communes qui sont financées par les dotations de l'État. Les recettes de domaine, de produits de vente sont à 6%. Voilà, la dotation globale de fonctionnement l'an dernier elle a été stable. Vous verrez, elle sera en légère baisse cette année, non pas parce qu'on a perdu des habitants, mais parce que les règles changent, il y a plus de péréquation envers les communes moins favorisées, donc c'est plus pour des communes plus confortables. En fait. Voilà, donc si je résume, des dépenses qui sont maîtrisées, des recettes qui augmentent, ce qui nous permet, et ça c'est une positive importante, c'est notre fameuse capacité de financement. Donc, je vous l'ai dit, c'est le barre jaune du diaporama. Elle a été exceptionnelle en 2024 par cette indemnité, mais en 2025, elle est assez intéressante aussi. 1 600 000 €, donc en hausse de 25% par rapport à 2023, et elle est supérieure aux moyennes des communes de la même strate, sur la moyenne régionale, nationale ou départementale. On est à 180 € par habitant. Non, pardon, j'ai une bêtise. On est au-dessus de la moyenne départementale, mais inférieure à la moyenne régionale. Donc on doit encore faire quelques efforts pour voilà, dégager encore plus de capacité d'autofinancement. Mais elle est en hausse. Voilà pour le fonctionnement. Et on termine sur l'investissement. Là, vous avez les chiffres bruts sur ce tableau. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais je vous disais, c'est 5,6 millions de travaux
réalisés. Et vous avez le détail sur les dernières pages, on va s'arrêter un peu. Il y a notamment l'opération effectivement de la place de la source intermittente, près de 2 millions d'euros d'exécutés. Nous avons aussi la maison des associations, 1,3 million, 1,256 000 pour être précis. Voirie aussi, nous avons une grosse année de voirie, 750 000 euros. La Vichy avec l'agglomération aussi. Donc sur la voirie, on est à 1 million pratiquement sur 2025. Sur les travaux de l'église aussi, cher Bernard, on a eu beaucoup de travaux sur l'église suite à la grève. 570 000 euros, des travaux dans nos écoles ici. Je passe sur les plus petites sommes. Dans les écoles aussi, donc on est à 70 000 euros sur les différentes structures scolaires. Sur les, nous avons acquis des véhicules pour nos services, donc pour la voirie. Et sur la page suivante, différentes dépenses sur différents secteurs, notamment sur le GESER et une participation à la cuisine centrale de cuisine. Voilà, donc un investissement, comme je le disais, conséquent sur 2025, assez historique. Et puis je termine par un petit focus, même si on l'aura sur l'endettement. Oui, effectivement, il a légèrement augmenté entre 24 et 25, puisque nous avons pu le rembourser. Mais c'est normal, puisqu'on était sur une année plus forte dépenses d'investissement. Mais nous restons, là pour le compte, en dessous de toutes les moyennes. On est à 725 euros de dette par habitant et les moyennes sont plus hautes ailleurs, 787 pour la moyenne départementale, 755 pour la moyenne nationale. Donc l'endettement est maîtrisé et a permis de financer, comme je le disais, un investissement historique sur notre commune sans hausse de fiscalité. Voilà, je vais reprendre la délibération par contre. Parce que, je un mot des budgets annexes. On lui casse du marché, vous savez, c'est le budget du marché, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, le budget s'équilibre. Par contre, le jardin d'Hugo, vous le savez, papier. Elle est avant le diapo, la délibération. Le château du Beau, le jardin du Beau. C'est quoi le nom de tableau d'habitude, Audrey? C'est le CFU, voilà. Donc on a un déficit, vous savez, hein, c'est historique. C'est historique. On a 800, en global, en cumulé 821 000 euros de déficit sur ce budget, puisque les loyers ne permettent pas d'équilibrer ce budget et les investissements qui avaient été réalisés. On compense chaque année par une subvention d'équilibre juste pour rembourser l'emprunt, puisque c'est obligatoire, c'est obligatoire, mais voilà, chaque année on entraîne ce déficit qui donc s'élève encore à plus de 800 000 euros cette année. Voilà, pour les affectations de résultats, je vais vous aboutir avec ça, c'est un peu barbare. Enfin, tout est expliqué dans les délibérations. Quand on a un excédent de fonctionnement, on l'affecte en partie pour couvrir les déficits d'investissement. On le fait sur les 3 budgets. Voilà, chers collègues. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération, Madame Babian? Oui, alors je ne sais plus si c'est là où est-ce que j'ai vu ça. J'ai noté un reste à réaliser en recettes d'investissement. Oui, c'est 1 119 000. C'est les subventions Oui, qui sont attribuées mais pas perçues. Voilà, et justement, ma question, c'est parce que je sais que la région a la fâcheuse manie de traîner beaucoup entre le vote et la subvention et l'attribution à la collectivité. Donc je voulais savoir par curiosité de quelle collectivité. Le détail, un peu de tout, je Oui, crois. il y a des régions, c'est sûr, il y a 350 plusieurs régions.
350 000 de la région. On On a l'État, mais on a relancé les services de la préfecture, on l'a touché, on va la toucher sur Ouais, sur la, il y a des déciles. déciles. sur la maison des associations, j'avais relancé les services. Oui, d'accord, il y a un petit solde à Et toucher. le budget, alors il y a de l'État, c'est la faute du budget aussi, puisque Ah ben oui. le budget Il y a est les voté en conseils retard. départementaux. Nous, là, vous voyez l'intérêt de voter des budgets pour le pays, parce que ça débloque. Non, mais Oui, donc je remercie vos collègues. oui, non, mais C'est ça. vos collègues, vous, que des mots. oui, d'accord. Sur la rapidité budgétaire. Parce que voilà, on voit qu'à un moment, un pays sans budget, ça a des limites, notamment pour nos collectivités, puisqu'on ne touchait plus nos dotations d'équipement, dont la décide, et puis c'est le département. Il y avait le département, il y avait la maison d'association, il y avait le conseil départemental, il y avait l'ADSIL pour, pareil, la maison d'association, on avait le solde de la piste cyclable Chalut, les 350 000 € de la région pour la place d'action intermittente, et l'État pour la création de la halle, pareil, sur le RCDCD. Mais voilà, toutes elles sont certaines, il n'y a On aucun. avait toutes les arrêtées, mais on n'avait pas les versements. Non, mais ça peut. Voilà. Quand c'est des grosses opérations, en plus, on a les arrêtés sur l'année, donc c'est Oui, non, au mais ça fur peut- et à mesure du mandatement. Oui, ça peut être source de difficultés. Oui, parce qu'on de peut trésorerie. payer derrière. Alors, je ne vous cache pas qu'on a eu quelques tensions de trésorerie, puisque c'est un gros volume à payer. On a eu une ligne de trésorerie qu'on avait Oui, utilisée à plein, et puis il y avait l'emprunt qu'on avait permis. Ouais. d'accord. Et Audrey Gouin fait ça avec Avec beaucoup de doigté. le doigté, on relance et. Oui, mais c'est pas simple. Hein. On a des Mais c'est vrai qu'il faut Non. être très actif auprès des partenaires, justement, Oui, pour oui, relancer et alerter quand les situations deviennent tendues. Mais bon, ça c'est bien passé. Pas d'autres questions par rapport à cette délibération? Alors moi je vais laisser la présidence à Isabelle, puisque je ne peux pas participer au vote. Désolé, il faudra qu'on voit. Chaque budget doit être présenté au vote. Donc, monsieur le maire étant sorti, je vais vous proposer de voter les 3 budgets. Donc, pour le budget principal, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 3 abstentions. Pour le budget annexe les jardins du Beau, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 3 abstentions. Et pour le budget annexe casse du marché, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie, messieurs, dames. Monsieur le maire. Encore bien. Donc c'était rapide, hein. Tout le monde a voté pour. Très bien, nous allons donc passer au débat d'orientation budgétaire avant de laisser la parole à Nicolas qui va nous présenter, alors peut-être pas autant en détail qu'on l'a fait pour les commissions, mais en tous les cas qui va nous présenter ce débat d'orientation budgétaire. C'est un sujet très important, le débat d'orientation budgétaire, puisque on l'a déjà eu à travers la délibération suivante, on a la présentation de la situation financière de la commune, mais c'est surtout aussi parler des projets qui vont et de l'orientation financière que nous allons définir pour cette année 2026. Alors, sur la situation financière de la commune, Nicolas l'a très bien dit tout à l'heure, contrairement à ce que j'ai pu entendre quelquefois, notre commune est dans une situation financière, une très bonne situation financière. Hein. On a parlé de la CAF, mais aussi et surtout de la dette, puisque vous savez, c'est un vrai sujet, c'est un sujet quand on parle de finances publiques avec nos habitants, ce qu'ils retiennent, c'est la dette. Et c'est très important, la dette, l'endettement. Et Nicolas l'a très bien dit tout à l'heure, nous avons un niveau de dette pour la commune de Bellerive qui est nettement inférieur à la dette des villes de la même strate au niveau du département, à 787 €, 728 € de dette par habitant pour Bellerive, 787 pour le département, ce qui fait 8%, et nous sommes au niveau national à 755 € par habitant, ce qui fait un différentiel de 4 €. Sur le fonctionnement, on a eu des hausses, et vous l'avez constaté par rapport à la délibération suivante, importantes sur l'année 2025, mais elles étaient importantes, mais elles le sont moins qu'elles vont être sur l'année 2026, puisque nous allons prendre, pendant cette année 2026,
la pleine charge de ces augmentations qui ont été décidées pour grande partie par l'État, puisque demain, sur le budget 2026, nous allons avoir une augmentation de 5% sur le 0,12, sur la masse salariale, où je vous rappelle c'est un budget à 4 300 000 euros, donc 5%, vous faites le calcul très vite, ça représente en gros 250 000 euros. Et c'est pas rien. La seule chose que nous avons, nous, décidé au niveau de cette mairie de Bellerive sur le 012, c'est de choisir d'attribuer des tickets restaurants pour les collaborateurs de la ville de Bellerive. La deuxième chose qui va impacter notre budget, on l'a anticipé, mais on l'a anticipé en disant qu'on verra, on ajustera pendant l'année, c'est l'augmentation des carburants. Comme toutes les collectivités territoriales, nous avons des véhicules. C'est là où on se dit qu'on aurait été bien d'avoir beaucoup plus de véhicules électriques. Mais bon, là aussi, après, il faut les financer. Pas aussi simple que ça. En tous les cas, on va avoir... Vous savez, on regarde le conflit en Iran quasiment au jour le jour. Un jour, le baril de pétrole monte, le lendemain, il redescend, il remonte, il redescend. En tous les cas, il va falloir que nous anticipions cette réalité, puisque je pense qu'elle va impacter nos budgets de façon significative. Alors, de l'autre côté, quand on a de la charge en plus, il faut trouver des solutions et des idées de recettes dynamiques. Alors moi, je me félicite en tous les cas d'une chose, c'est que depuis mars de cette année, je sais que je n'aurai pas le sujet cette année de l'augmentation des impôts, puisque j'ai pu constater, contrairement à ce qu'il se disait dans ce conseil municipal entre 2020 et 2026, qu'il fallait augmenter les impôts, mais tout le monde a porté cette idée en mars qu'il ne fallait pas augmenter les impôts, donc je me ravis qu'on n'aura pas ce débat pendant ce conseil municipal. En revanche, là où je me félicite aussi, c'est que, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, notre ville est très attractive. C'est la ville qui a eu le plus fort taux d'attractivité sur l'année 2025. Et bien évidemment, ça a des résultats sur la fiscalité. Et je crois que c'est un pari important qu'on peut faire pour l'avenir. J'en ai très largement parlé, puisque si Bellerive est aujourd'hui attractive, elle le sera demain. Et par rapport aux perspectives qui se dessinent sur notre territoire, eh bien, nous pouvons espérer une chose, c'est qu'on en bénéficie très largement. Sur les recettes, il faudra là aussi que nous réfléchissions, je crois, à largement plus optimiser la recette dynamique, et notamment par rapport à la mise à disposition et la location de nos bâtiments publics, sans oublier un levier qui va être particulièrement intéressant pour nous, puisque nous allons voter une délibération au mois d'octobre de cette année sur la fameuse taxe sur les logements vacants. Et vous le savez, là je l'ai dit, autant je ne suis absolument pas favorable à l'augmentation pour les habitants de Bellerive qui résident dans Bellerive, autant sur les logements vacants, j'ai un avis totalement différent, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'absurdité où nous allons proposer et nous allons construire des logements, alors que de l'autre côté, nous avons des logements vacants dans notre ville. Donc nous allons inciter les propriétaires de logements vacants, on va leur écrire dans un premier temps pour les alerter, parce qu'il ne faut jamais prendre le contribuable en traite, comme on dit, donc on va les alerter qu'on va augmenter, et en espérant que ça ait un effet d'électrochoc et que ces habitants qui aujourd'hui ont ces habitations à l'abandon dans notre commune, eh bien, décident de passer, si vous me permettez, à l'offensive, soit de vendre, soit de louer, mais en tous les cas d'agir, puisqu'il est complètement scandaleux qu'on ait des logements vacants dans notre commune. Bellerive, nous avons 380 logements vacants. Pour la plupart, des maisons. Mais est-ce qu'ils sont habitables? Ils ne sont pas habitables aujourd'hui. Mais de toute façon, soit les propriétaires les restaurent, ils les louent, soit ils les vendent. Mais en tous les cas, c'est totalement inhérent, Madame Babion, et vous savez encore mieux que moi, puisque là on parle d'artificialisation de terrain. Aujourd'hui, il faut que nous utilisions ces terrains. Et s'il y a bien une seule chose sur laquelle je me félicite sur cette loi zéro artificialisation nette, c'est qu'au moins ça nous oblige à agir sur ces sujets. Donc, cette action-là va nous permettre aussi de faire de la recette. Sur l'investissement, là aussi, nous serons sur une année record en matière d'investissement, puisque nous allons continuer à payer, bien évidemment, les dernières factures de nos grands projets. Et puis, nous allons continuer cette politique d'investissement en matière de vidéosurveillance,
en matière de rénovation dans nos quartiers. Et cette année, puisque Françoise me le rappelle tous les 3 jours, eh bien, nous allons bien évidemment commencer l'étude de ce futur très beau, très grand projet, future étude pour l'école Marat. Voilà ce que je pouvais vous dire en préambule avant une présentation beaucoup plus complète de notre cher Nicolas. Nicolas, je te laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, le débat d'orientation budgétaire, on a souhaité avec monsieur le maire faire ce débat avec la du Haut Conseil, c'est cohérent. Et vous savez que c'est un exercice obligé dans les communes avec 3500 habitants et il faut le faire 2 mois avant le vote du budget pour que chaque conseiller soit éclairé au moment du débat et du vote du budget qui aura lieu fin du mois. Vous le savez, on met chaque fois quelques éléments de contexte, puisqu'on vote un budget pas seul, on est impacté par des mesures nationales, un contexte économique, de finances. Donc déjà quelques éléments sur le contexte économique. Je vais aller assez vite parce qu'on en a parlé en commission, mais on est sur une inflation qui avait baissé en 2025, après, comme je vous l'ai dit, des années de forte inflation en énergie, notamment après le conflit ukrainien. Autant l'inflation en 2025 était à 0,9, autant on prévoit une inflation en hausse en 2026 de 1,7%. Comme l'a dit monsieur le maire, on intégrera cette inflation sur nos prévisions par dépenses, et notamment en carburant, puisqu'on prévoit 10 000 € supplémentaires pour être confortable dans nos prévisions. La croissance aussi, elle peut avoir un impact sur l'immobilier, sur la fiscalité, sur les recettes aussi dynamiques. Donc on a une croissance qui est plutôt faible en France, on est autour de 1%, et avec un plus fort épargne des Français qui hésitent à consommer, et les entreprises également qui hésitent à investir. Donc ce sont les deux piliers de la croissance qui sont plutôt modérés aujourd'hui dans le contexte actuel. Tâche suivante, un point sur les taux d'intérêt. C'est contre-coup de l'inflation, les taux d'intérêt augmentent et on en tient compte puisqu'on sera amené à emprunter cette année comme chaque année. Donc on serait autour de 3 à 8%. Ces taux ils augmentent pour plusieurs raisons. Déjà parce que la signature de la France est dégradée sur les marchés financiers à cause de notre endettement qui ne cesse d'augmenter. Pour info, l'impact pour la France du conflit en Iran, c'est plus 3,6 milliards, ce qui n'est pas rien. Voilà donc pour ces éléments. Ensuite, le deuxième élément de contexte, c'est la loi de finances, puisque cette loi de finances, elle a un impact sur les collectivités locales. Nous sommes dans un contexte de recherche de diminution de nos déficits publics locaux, État, sphère sociale, collectivités. Ce n'est pas les collectivités qui pèsent le plus dans les déficits, parce que nos collectivités doivent voter les budgets en équilibre, rembourser leurs emprunts avec des ressources propres, mais c'est vrai qu'il y a des collectivités qui bénéficient de transferts de l'État, donc le gouvernement voulait faire fortement contribuer les collectivités, autour de près de 5 milliards, avec le dialogue avec les parlementaires, notamment le Sénat et aussi l'Assemblée nationale. Cette contribution sera que de 2 milliards d'euros, c'est un compromis qui a été trouvé. Voilà, pour vous dire que notamment l'État verse une dotation de fonctionnement. La dotation globale du fonctionnement au niveau national elle est stable, donc elle n'est pas réévaluée à l'inflation. Et comme je vous l'ai dit, il y a un effet de péréquation au sein de cette dotation, puisque la péréquation progresse en faveur de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale. Et tout ça, nous n'en bénéficions pas, donc c'est pour ça que vous verrez tout à l'heure, on aura une légère baisse de 9 000 €, je crois, de la. Mais c'est quand même une baisse, malgré les critères positifs de la ville de Belgique. Voilà pour les dotations. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, là, c'est assez technique, ça concerne plus l'agglomération du passé. Le FCTVA, c'est une dotation que l'État verse pour rembourser la TVA aux communes sur les investissements et certaines dépenses de fonctionnement. Là aussi, le gouvernement voulait réduire l'assiette du FCTVA, son taux. Nous sommes battus pour maintenir cela parce que ce sont des dépenses utiles, c'est de l'emploi sur nos territoires et voilà, ce sont des dépenses d'investissement principalement. Donc il ne faut pas changer les règles en cours de
de jeu. Il faut signaler, merci monsieur le député, parce que ça a été une bataille de tous les instants et Nicolas m'a tenu informé. Et c'est vrai que si on avait subi l'application gouvernementale, ça aurait été d'une violence extrême pour le budget. Surtout que ce sont toujours c'est par rapport aux dépenses de N-1, donc voilà, on a prévu ces recettes d'investissement dans le plan de financement, donc voilà, ça a été acceptable. Donc merci au gouvernement successif parmi les formules d'avoir écouté nos demandes et celles des associations d'élus. Voilà, ensuite, page suivante, on a la valorisation des bases, 0,2%, c'est l'inflation. Voilà, nous bénéficierons à nos taxes foncières et taxes d'habitation pour la commune de Bellerive. Et en moins bonne nouvelle, j'en ai parlé, la hausse du taux de la CNRACL de 3 points, 12 points sur 4 ans et donc 3 points par an. J'oublie à chaque fois les montants pour Bellerive. Cette année, ça fait quand même 60 000 €. Oui. C'est ça par an de plus chaque année. Voilà, et deuxième, dernier élément, je crois, dernier sur la fiscalité, Michel Maire vous en a parlé, c'est une bonne chose, on s'est battu aussi au Parlement pour cela, à la fois pour simplifier ces taxes et aussi pour donner un levier à nos collectivités pour lutter contre la vacance des logements. Nous avons une taxe sur la vacance des locaux d'habitation. Avant, nous avions deux taxes, la taxe logement vacant pour les communes de plus de 50 000 habitants et la taxe d'habitation sur les logements vacants. Nous l'avions d'ailleurs à Bellerive, sauf que cette taxe d'habitation logement vacant, c'était le même taux que les résidences secondaires, donc ce n'était pas pertinent, on ne pouvait pas augmenter davantage cette taxe, sinon pénaliser toutes les résidences secondaires. Donc ça y est, nous allons pouvoir, l'année prochaine, créer une nouvelle taxe qui se substituera aux anciennes, uniquement pour la vacance des locaux d'habitation, et donc nous la voterons. On définira le taux, on regardera un peu ce qui se fait aux communes avoisinantes pour être un peu cohérent, mais voilà, c'est un levier pour lutter contre la vacance des logements, pour favoriser l'habitation dans nos et puis aussi le cadre de vie de nos habitants. Voilà, on a reporté la revalorisation dans le code de finances des locaux professionnels et des locaux d'habitation surtout. Alors les locaux professionnels c'est l'an prochain, mais les locaux d'habitation c'est une réforme d'ampleur. En fait c'est pour réévaluer toutes les maisons et les appartements à leur juste valeur, sauf que ça a des effets énormes sur beaucoup de ménages et de communes, donc on a besoin je dirais, d'anticiper et d'évaluer la mise en œuvre de cette réforme. Voilà pour les éléments de contexte. Sur les éléments maintenant Bellerivois. Donc, on prévoit un budget d'investissement de 10 millions d'euros et un budget de fonctionnement de 9,4 millions d'euros. Alors, je vais vous parler d'un fonctionnement, comme d'habitude. Sur le fonctionnement, comme je vous l'ai dit, on va encore bénéficier des réductions d'énergie avec notre plan de sobriété. Nous terminerons plus ces dépenses de réparation suite à la grève des bâtiments, puisque ça a été fait principalement l'an dernier. Et on prévoit toujours les hausses des assurances et on continue de prendre en compte la hausse du coût de la restauration scolaire, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, pour passer l'investissement sur les diapositives globales, ça sera encore un budget d'investissement conséquent sur cette année, puisqu'on sera, on était à 6,3 millions en 2025, on sera cette année sur 3,4 millions. Pour terminer, je reviendrai plus tard, les grandes opérations prendront les 2 tiers du budget d'investissement, notamment la maison des associations et la source intervenante, et puis il y a de nouveaux projets qui démarreront, avec les études de l'école Varenne, la nouvelle école, l'aménagement d'un local que nous avons avenue Jean Jaurès près de la Poste, et la création du nouveau plateau sportif avec le soutien du CCAS. Et toujours nos programmes de voirie et de vidéoprotection. Donc là, on vous remet un peu les choses qu'on vous a déjà dites dans le compte financier, mais pour l'exercice 2026, on se base sur les hypothèses suivantes. Un bon niveau d'investissement, un autofinancement de 750 000 €, une dette stable. Vous verrez, nous emprunterons autant que nous rembourserons, donc il n'y aura pas de hausse d'endettement et pas d'augmentation du
taux de fiscalité. Alors, sur les recettes de fonctionnement, on va entrer dans le détail. On peut aller directement à la page 22 pour vous dire que ces recettes, on se voit qu'elles diminuent de 5%, mais on va juste expliquer pourquoi il n'y a pas de. C'est des phénomènes, je dirais, qui se terminent. On a perçu l'an dernier un litige, en fait, le résultat d'un litige au tribunal de 55 000 €, donc on ne le reçoit pas tous les ans. Pareil, nous avons perçu de manière un peu surprenante une dotation du fonds de péréquation intercommunale, parce que nous devions rentrer dans les critères, mais c'est exceptionnel, on avait touché 125 000 €, donc on est prudent, on la reprévoit pas cette année, on verra si ce sera une bonne nouvelle. Je sais que mes collègues trouveront pour l'utiliser. Et enfin, nous avons plus les loyers de la trésorerie, puisque le bail a été terminé au 31 décembre, mais voilà, nous avons d'autres projets sur ce bâtiment. Sur ensuite la fiscalité, donc, on nous proposera de reconduire les 3 taux. Donc, je dis au niveau collègue, nous votons 3 taux aujourd'hui, le taux de taxe foncière bâtie, le taux de taxe foncière non bâtie et le taux de taxe d'habitation, résidence secondaire, logement vacant. Voilà, sur les recettes de fonctionnement fiscal, bon, ça tombe bien sûr la revalorisation dont je vous ai parlé des bases à 0,80%. On est prudent sur les droits de mutation, on verra si on ne peut pas trop les prévoir avant la fin d'année. Voilà ce que l'on peut dire sur ces recettes. Et donc, je vous disais tout à l'heure, la DGF diminuera de 9 700 €. Voilà pour les recettes, nos prévisions de recettes, en fait de ce débat. Les dépenses de fonctionnement maintenant. On prévoit effectivement des dépenses en légère baisse, et c'est assez exceptionnel de baisser de 1%, alors qu'on aura une augmentation du à la de la masse salariale de 5%. Mais on arrive à faire, on va essayer de maîtriser les autres chapitres pour atténuer cette hausse importante des charges personnelles. Donc sur les charges, alors les charges générales vont baisser un peu puisqu'on a plus ces travaux sur les bâtiments suite à la grève. Voilà, les montants des subventions aux associations seront maintenus. On a moins d'intérêt d'emprunt puisqu'il y a des prêts qui se terminent. Ce qu'on peut dire sur le fonctionnement, sur la masse salariale, vous avez des diapositives, on les a assez développées en commission. On a dépassé les 4 millions de masse salariale. Voilà, on est sur la collectivité qui compte 112 agents, 84 agents titulaires et 28 contractuels. Sachant qu'on titularise au maximum pour réduire la précarité dans notre collectivité. Voilà, donc l'évolution de la masse salariale. Donc c'est plus 120 000 €. Et cette augmentation, c'est 5%, ce qui n'est pas bien. Et sur les explications, donc, la page 38, donc la CNRACS, c'est 66 000 € de plus. Nous avons dû aussi recruter les agents recenseurs, puisqu'on a eu le recensement cette année, 37 000 €. Et puis, on prévoit effectivement l'application pleine et entière des réformes qu'il y a eu, le point d'indice, et puis le régime indemnitaire qui avait été revu, le ticket restaurant, et la prévoyance. Et sur les orientations et les ressources humaines, elles sont les mêmes, évidemment. Remplacement des départs et puis développement des compétences et de la formation professionnelle. Voilà pour les ressources humaines, donc le fonctionnement. Ensuite, on peut passer sur notre voilà, la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement, c'est encore cette capacité d'autofinancement, sur les pages 42. Donc notre capacité de financement sera moins importante parce que déjà on est très très prudent au prévision que l'an dernier. Voilà, elle serait
1 150 000 environ, même si on évaluera en fonction des bonnes nouvelles ou des moins bonnes. Et elle reste dans la moyenne, en tout cas légèrement inférieure à la moyenne nationale. Voilà, on peut passer là-dessus. Pour passer à ce qui permet de financer notre investissement. Donc l'investissement, quelques éléments. Donc nous prévoyons bien sûr de nouveaux projets, donc il y aura aussi des subventions qui vont être perçues, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les restes à réaliser, le CTDR aussi, un nouveau dont une partie sera reversée à l'IFI Communauté. Nous avons aussi prévu des produits de cession, puisque la trésorerie sera cédée logiquement cette année. Au berger aussi, un terrain bien 100 mètres aussi. Nous avions intégré dans notre patrimoine, et puis l'emprunt de 800 000 sur donc les projets, on les a expliqués. On peut peut-être aller directement à la page 47. On a donc effectivement toujours nos 2 axes d'investissement. D'abord, avant de construire ou d'avoir des projets nouveaux, c'est déjà de entretenir, de rénover notre patrimoine qui est riche à Bellerie. Donc déjà, vous avez la maison des associations, c'est 1 million d'euros cette année encore de dépenses à exécuter. Le plan de voirie, 450 000. On est à peu près à 500 000 par an, mais là, ça nous permet de faire 2 voiries, principalement, pas commencer une autre. L'investissement dans les écoles, chaque année, effectivement, il y a des dépenses pour 100 000 euros, quelques acquisitions foncières, et puis quelques travaux sur l'église aussi. Et puis le deuxième axe, notre deuxième axe, ce sera poursuivre le développement de Bellerie. Donc, ça passe notamment par l'embellissement et la rénovation de notre place de la Source qui se termine avec 950 000 euros à régler sur 2026. Et puis, comme je disais, le plateau sportif Château du Beau pour remplacer l'ancien. Donc un projet à 150 000 euros qui sera fortement soutenu par notre CCAS. Voilà. 55 000 sur la vidéoprotection, comme je l'ai dit en commission, je le répète et je le rappelle. L'engagement, c'est 100 000 euros par an sur la vidéoprotection. Donc ce qu'on n'a pas mis cette année, on le rattrapera de toute façon, quoi qu'il arrive, sur le mandat. Il y a un engagement de 100 000 euros qui a été pris, et bien évidemment, on tiendra le trait des 100 000 euros d'investissement par an sur la vidéosurveillance. Voilà, écoutez, je vous propose de conclure avec la dernière diapositive pour dire effectivement on prévoit un budget ambitieux en 2026 également, avec des recettes de fonctionnement qui augmentent, des charges que l'on tente de maîtriser malgré ce qui nous échappe parfois, pour continuer à financer des programmes d'investissement ambitieux. Donc on sera à 3,4 millions. La fin du programme important sur le dernier mandat, Maison des Assos et Place de la Source, on est quasiment à 2 millions d'euros, on est 3,4, mais continuer avec de nouveaux projets pour continuer le développement de l'élève. Merci mon cher Nicolas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce débat d'orientation budgétaire? Monsieur Desmouilles. Alors, une intervention plus qu'une question. Je voulais d'abord remercier les services pour la qualité du travail réalisé dans l'élaboration de ce document ainsi que pour le compte financier unique. Ça nous permet d'avoir une vision claire et structurée de la situation financière de la commune. Ce débat d'orientation budgétaire ne doit pas se limiter à un simple exercice chiffré. Il constitue un document à la fois prospectif et politique qui engage la trajectoire de la commune et traduit des choix pour les années à venir. Au-delà de cette lecture, il nous semble important de s'interroger sur les choix qui sont faits et surtout sur ceux qui ne le sont pas. Car derrière ces équilibres, plusieurs éléments appellent à la vigilance. On observe d'abord une baisse des recettes de fonctionnement, notamment liée à la disparition de produits exceptionnels, et cela montre que la situation est plus fragile qu'elle nous paraît et qu'elle repose en partie sur des éléments qui ne sont pas pérennes. Par ailleurs, le point le plus marquant reste la baisse significative de l'investissement. Après un niveau élevé en 2025, pour finir les projets avant la fin du mandat, les projections pour 2026 traduisent un net ralentissement.
Cela interroge sur la dynamique engagée et sur la capacité à apporter de nouveaux projets structurants pour la commune dans les années à venir. Dans ce contexte, au-delà des équilibres budgétaires, la question centrale est bien celle du cap et des priorités pour l'avenir de la commune. Mais ce débat doit aussi être l'occasion d'aborder les préoccupations très concrètes de nos habitants. La question énergétique dont vous parliez tout à l'heure en fait pleinement partie. Elle pèse sur les finances de la collectivité, bien sûr, mais également et de manière très directe sur le pouvoir d'achat des Belrivois. Dans ce cadre, il nous semblerait utile que la commune puisse étudier la mise en place de dispositifs incitatifs en matière de rénovation énergétique, par exemple à travers une exonération partielle ou totale de la taxe foncière pour les ménages qui s'engagent à réaliser ce type de travaux. Une telle mesure permettrait à la fois d'accompagner les habitants, de soutenir la transition énergétique, d'aider notre tissu économique local et de donner un signal concret dans un contexte qui reste exigeant. Cette mesure pourrait être financée par la mise en place d'une fiscalité sur les logements vacants que vous évoquiez il y a quelques minutes. Nous serons donc particulièrement attentifs, lors du vote du budget, à la manière dont ces orientations se traduiront concrètement, tant en matière d'investissement que de priorités retenues et de réponses apportées aux attentes de nos habitants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Desmoules. Quand vous parlez de baisse de recettes de fonctionnement, je pense que vous pensez au loyer de la trésorerie, j'imagine. Par exemple. Parce que vous aviez fait une... Bon, dit pour ça pourquoi je vous pose cette question, parce que je sais que vous aviez fait une intervention et vous m'avez interrogé quand on a, à la fin de l'année 2025, proposé la vente de la trésorerie et vous m'avez fait cette réflexion. Mais pourquoi nous ne faisons pas, comme le château d'Hugo, rénover pour louer? La réponse, je vous l'avais donnée. On vient d'en parler tout à l'heure. Le château d'Hugo est dans un déficit chronique depuis sa création. Et je vous rappelle que tous les ans, ça pèse sur le budget de fonctionnement de la commune, parce que ce projet ne s'équilibre pas. Donc encore une fois, une collectivité territoriale, c'est une collectivité territoriale. Elle n'est pas restauratrice, elle n'a pas plusieurs fonctions qui ne sont pas les siennes. Comme je le dis très souvent, concentrons-nous sur ce qu'on sait faire et laissons les professionnels faire leur gestion. Donc la raison pour laquelle nous ne nous engageons pas dans ce type de dispositif, c'est que la ville de Bellerive en a fait la cruelle expérience et que cette expérience, elle va coûter très cher aux Bellerivoises et aux Bellerivois et pendant longtemps. Donc, chat échaudé, excusez-moi du terme, crâne chaude, on ne reviendra pas sur ce dispositif-là. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les recettes de fonctionnement, à nous d'être agiles, à nous d'être innovants pour trouver des solutions. On m'a souvent reproché d'avoir des projets trop ambitieux. 3,5 millions d'euros d'investissement cette année, je ne pense pas que ce soit un budget d'investissement, et on vient de le rappeler, c'est un budget d'investissement important. Certes, oui, nous allons continuer à financer la fin de nos grands projets, mais je crois qu'on a un programme qui a été annoncé avec des projets, et soyez rassurés, parce que là, cette fois, je peux peut-être toucher du bois, on ne sera pas freiné par une crise sanitaire, et d'ores et déjà, vous voyez bien que, contrairement à ce qui s'est passé en 2020, dès cette année, en 2026, nous lançons les études sur les premiers grands projets sur lesquels nous nous sommes engagés. Donc, le cap qui a été annoncé, les projets qui ont été annoncés seront réalisés, et là-dessus, le cap sera tenu. Enfin, sur la rénovation énergétique, nous avons tout un tas de dispositifs avec notre agglomération et notamment avec l'ADEME pour accompagner les Bellerivoises et les Bellerivois en ce qui concerne la rénovation énergétique. Alors, je sais que selon ce que j'ai pu lire pendant cette campagne, vous êtes prêts à vous substituer aux médecins, vous êtes prêts à augmenter les subventions pour les associations de plus de 50%. Je ne suis pas favorable avec ces politiques de « je vais me substituer à » pour... Là aussi, il y a des organismes spécialisés, il y a des dispositifs d'État, il y a des dispositifs d'accompagnement de la part de notre agglomération sur ces sujets-là. Donc moi, je laisse là aussi le soin à ces dispositifs de pouvoir accompagner au mieux les habitants. Quant à la rénovation énergétique des bâtiments publics, je nous félicite, mes chers collègues, et là,
l'ensemble du conseil municipal, du précédent conseil municipal, parce que quand j'ai proposé effectivement en 2024 de nous lancer dans un vaste programme de rénovation énergétique des bâtiments publics, là aussi que nous aurions pu faire bien avant, à une époque où Madame Babian, vous étiez représentante vous êtes représentant d'un parti particulièrement sensible à l'environnement. Je suis désolé, ça ne s'est pas fait avant. On le sait que les bâtiments publics sont des passoires énergétiques, et on n'avait avant cette date jamais rien engagé en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics. Vous allez le voir, madame, quand on va présenter la facture du coût de la rénovation énergétique des bâtiments. On arrive sur la fin et on va avoir les études, et je parle sous le contrôle de Bernard, on a les études qui sont terminées et aujourd'hui on commence à nous annoncer la facture. Je nous le dis, la facture sur la rénovation énergétique des bâtiments publics va être salée parce qu'il n'y a rien eu de fait pendant 20 ans. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va réduire, et je vous rappelle le dispositif sur lequel nous nous sommes engagés, et je me le félicite parce que, y compris même l'opposition, quand on l'a voté, ça a été voté à l'unanimité par le Conseil, pour que nous engagions cette rénovation énergétique des bâtiments publics, qui va aller bien au-delà d'un mandat municipal, puisqu'il faudra très largement plus de 10 ou 15 ans pour aller au bout de ce projet. Mais en tous les cas, le projet est engagé. Je vous rappelle l'objectif, moins 30% en matière d'énergie. Les moins 30% financent le coût de l'investissement, et celle ou celui qui sera à ma place dans une quinzaine d'années profitera pleinement de ce que nous avons engagé là aujourd'hui. Je crois, si vous me permettez, que dans le cadre de cette fameuse politique énergétique, on a fait le travail qu'il y avait à faire sur les bâtiments publics. Oui, je peux vous répondre. Quand vous dites que rien n'a été fait il y a plus de 15 ans, si, des travaux avaient été faits, des remplacements de visseries de toutes les écoles, il y a des choses de faites, mais il y a plus de 15 ans. Vous savez, madame? Si, dans quelle école? De toutes les écoles. Il y a plus de 15 ans, il y a 20 ans. Et en 20 ans, depuis 20 ans, les technologies, les techniques ont évolué. Il y avait eu des choses de faites avant. Alors, je suis d'accord que ce n'était pas suffisant. C'était insuffisant, j'en suis d'accord. Il y avait quand même eu des choses de faites. Et ensuite, sur le château du Beau. Alors, ça revient à chaque année, à chaque débat budgétaire, vous revenez sur le château du Beau, qui est un gouffre financier pour la commune, qui plombe le budget de la commune pour des années et des années. Alors je rappelle que le montage financier initial s'équilibrait au bout de quelques années, que s'il s'agissait de la rénovation d'un patrimoine belgivois, qu'est-ce que vous auriez dit si on avait rasé le château du Beau, par exemple? Madame, il fallait faire madame, quelque chose. si vous me permettez. Laissez-moi terminer. Il fallait faire quelque chose de ce patrimoine. Il a été mis en valeur avec une activité économique pour avoir des recettes qui permettent de financer la rénovation. Il y avait un équilibre qui devait se faire au bout de quelques années avec les loyers, sauf que c'est votre majorité qui a diminué les loyers. Et pour cause? C'est des équilibres. À cause des douves. Vous allez me dire que c'est les douves. Les douves, c'est un accident, c'est quelque chose qui est imprévisible. Non, c'est une négligence. On ne peut pas le C'est une prévoir. négligence. Non, on ne peut pas prévoir les... Je redis qu'il s'agit d'un patrimoine des Belvédois, ce château du Beau, et donc il fallait faire quelque chose. Il a été mis en valeur, il est mis en valeur aujourd'hui, et il y a une activité économique. Alors, oui, ça coûte à la commune, mais c'est le patrimoine de tous les Belvédois. Donc, Madame Babian. chaque année, ça va. Madame Pendant Babian, 20 ans, ça va. merci pour votre intervention. Vous vous rappelez, Madame Babian, qu'à l'époque, j'étais exactement à la même place que la vôtre. J'étais dans l'opposition. Parce que depuis des années, on vous disait de toute façon, votre truc, il ne fonctionnera pas. Économiquement, ça ne fonctionnera pas. Vous voulez que je vous dise? L'histoire nous a prouvé que nous avions raison. Sur le devenir du château du Beau, nous vous rappelions d'ailleurs que ce château faisait partie d'un dispositif de legs et qu'il y avait un engagement pour une maison de retraite qui devait être faite. Et je crois que si nous avions choisi cette orientation-là, le château du Beau, comme vous dites, aurait été rénové et l'équilibre économique serait peut-être beaucoup plus au rendez-vous qu'il ne l'est pas. Quand vous dites tout à l'heure, on a baissé le loyer, avec pour cause.
On a baissé le loyer parce que les douves du château, à peine 2 ans, parce qu'il fallait accélérer la rénovation avant les élections, à peine 2 ans, les douves, les murs d'enceinte sont tombés au milieu des douves, et bien évidemment, il a fallu que nous répondions à la doléance du restaurateur là-bas, qui nous disait, mais moi monsieur, imaginez que si demain vous perdez votre terrasse, et nous avons fait ce que n'importe quel bailleur sensé aurait fait. Là où l'objectif pour la ville de Bellerive, je termine, l'objectif pour la ville de Bellerive, c'était surtout que le restaurateur continue de travailler, continue de payer la moitié du loyer à la ville de Bellerive, pour que nous tombions pas dans le fiasco total. Là aujourd'hui, c'est un organisme qui ne fonctionne, qui est déficitaire, et encore une fois qui est déficitaire par rapport au budget de la ville de Bellerive. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas question, parce que c'est ce que vous nous aviez proposé quand on a parlé de la trésorerie, qu'il n'est pas question de refaire la même erreur que nous avions fait par le passé. Donc sur le château, il n'y avait pas de sujet. L'histoire nous a démontré, madame, l'histoire nous a démontré que nous faisions une proposition totalement différente et qu'on nous avertissait sur le devenir du château, et le château est allé exactement là où nous l'avions annoncé et prévu. Le système ne fonctionnerait pas. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que le système se mette à fonctionner, pour que la charge pour les Bellerivoises et les Brédois soit un petit peu moins élevée. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce débat d'orientation budgétaire? Nicolas. Peut-être répondre rapidement aux questions aux remarques de Guillaume Desmoules. Effectivement, non, les recettes du fonctionnement ne baissent pas. Les recettes courantes, on va dire. Bien sûr, il y a des recettes exceptionnelles qu'on ne va pas percevoir comme l'an dernier, donc l'indemnité assurance ou le litige pour le suite au contentieux, mais les recettes durables, elles augmentent, notamment les recettes fiscales. Aussi les recettes liées au droit de mutation, mais prudent, mais il n'y a pas de baisse des recettes pérennes et des recettes durables de notre collectivité. Ça, c'est un premier point. Sur l'investissement, vous considérez que voilà, le volume d'investissement est en retrait, effectivement, mais on ne peut pas, Bellerive ne peut pas faire tous les ans un budget de 6 millions d'euros, on n'a pas les moyens. C'était un exercice exceptionnel de fin de mandat l'an dernier, mais on n'est plus sur des budgets d'investissement entre 3 et 4 millions en moyenne pour rester dans maîtriser nos ratios financiers d'endettement et d'autofinancement. Donc c'est un programme d'investissement 2026 calibré, responsable, qui est quand même ambitieux puisqu'on termine aussi nos projets, mais il n'est en tout cas pas en deçà de notre ambition sur notre côté. Merci. Eh bien, je crois que c'était la dernière question, il me semble. Notre conseil est terminé. À peine 21h pour un débat d'orientation budgétaire. C'est presque pas mal. Juste vous informer, n'oubliez pas, mes chers collègues, que nous avons jeudi 16 avril à 20h la commission avant le conseil municipal. C'est 19h. 20h. On avait décalé, on a mis un petit papier, on va décaler à 20h. Donc, commission, s'il vous plaît, prochaine commission pour le conseil municipal du 29 avril, le jeudi 16 avril à 20h. Donc, nous nous retrouvons ici cette semaine à 20h. Comme je vous l'avais dit, l'emploi du temps va être un peu timé pour le mois d'avril, mais là aussi, obligation budgétaire nous impose un peu ce cadencement. Je vous souhaite une très bonne soirée aux uns et aux autres et je vous dis bien à jeudi pour la commission générale. Merci.